Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Le développement automobile et les pratiques dans la conduite n'ont cessé de susciter intérêt et réflexion dans le domaine de la sécurité, pour l'ensemble des classes sociales qui se sont appropriées ce mode de déplacement. La voiture a connu une évolution constante depuis plus de 2 siècles. Elle est devenue plus performante, plus intelligente, plus confortable, et les ingénieurs sont sur le point de réaliser un véhicule tout à fait autonome. Chacun s'accorde à penser que la voiture représente le symbole technologique d'une société. Bien que les sécurités actives et passives se soient considérablement accrues, il apparaît cependant que l'accident de la route est toujours présent avec sa cohorte de malheurs sociaux qui s'élève à plus de 500 000 tués sur les routes françaises depuis que l'automobile existe, soit l'équivalent des morts de la Seconde Guerre mondiale. En l'espèce, le problème d'éducation à la route reste entier, relativement à ses aspects pédagogiques, sociologiques et psychologiques. Dans ce contexte, les hommes et les femmes ont-ils une vision singulière et des pratiques différentes dans l'exercice de la conduite automobile ? Peut-on dresser un profil type de la bonne gestion du risque routier ? Classiquement, cet état des lieux devrait permettre de conforter notre questionnement central sur le sexisme au volant. Les hommes pilotent, les femmes conduisent. Tenant compte de l'intérêt porté par le lecteur qui a choisi ce livre, on décrira tout d'abord comment la société française a fait le choix automobile par rapport à la traction hippomobile. On présentera sommairement les techniques d'ingénieurs de génie qui ont fait honneur à la France dans le développement mondial de l'automobile. Le point de vue politique et sociétal de détracteurs féroces contre le progrès technique sera mis en relief, ainsi que la mobilisation de pionnières féministes pour gagner leur place dans l'espace routier. Le recours à l'automobile par la médecine sera approché, notamment dans le traitement thérapeutique des tuberculeux. Ensuite, on observera le comportement des hommes et des femmes au volant en prenant appui sur le champ scientifique. Les notions de charge mentale et d'erreur de conduite valideront un fonctionnement humain défaillant et différent selon les conducteurs. En fait, bien conduire est un art qui nécessite un engagement permanent et complet. Dans le chapitre suivant, force sera de reconnaître que les conducteurs interprètent les règles du code de la route. On se posera une question importante sur la nature de l'infraction routière. Est-elle prédictive de l'accident de circulation ? Ensuite, classiquement, on dressera le bilan des infractions et des accidents. Pour finir, on interrogera le champ de la psychologie avec la notion de stress routier comme composante naturelle nécessaire à la vie. Des profils de conducteurs seront établis selon le sexe, l'âge et la classe sociale. À présent, je vous souhaite une bonne lecture et j'espère sincèrement que vous prendrez autant de plaisir à lire cet ouvrage que j'en ai eu à l'écrire. Partie 1. Historique du développement automobile. 1. Histoire de l'automobile. Classiquement, nous abordons cet ouvrage avec un bref historique, afin de montrer dans quelles conditions l'automobile est devenue un nouveau moyen de déplacement. Quels sont ces ingénieurs prodigieux qui ont développé l'automobilisme ? Quelles difficultés techniques ont-ils dû surmonter pour que la voiture remplace effectivement et avantageusement la traction hippomobile ? Quel rôle et quelle part l'État et les constructeurs ont-ils pris pour assurer la pérennité de cette invention ? In fine, les versants sécuritaires et financiers ne seront pas occultés dans la mesure où, de façon sous-jacente, ils ont permis l'acceptation sociale du véhicule automobile. Autrement dit, les Français se sont appropriés progressivement cette locomotion mécanique, qui va révolutionner autant les transports que l'économie du pays. Comme fond documentaire, nous prendrons principalement appui sur les travaux de Pierre Souvestre dans son livre paru en 1907 sur « L'histoire de l'automobile ». Les inventeurs. Égrenons quelques dates et moments clés dans le développement de l'automobile. Tout d'abord, on indique par souci de rigueur que certains experts ne sont pas d'accord avec le fait que l'invention de l'automobile soit attribuée à Nicolas-Joseph Cugnot, 1725 à 1904. Pour ces érudits, Jacques de Vaucanson aurait devancé Cugnot de quelques années, et il serait le premier à avoir construit une voiture sans chevaux. En effet, en août 1748, Jacques de Vaucanson, inventeur de nombreuses machines, pompes à eau,
plusieurs automates, dispositifs techniques pour permettre la réorganisation de l'industrie de la soie, aurait présenté au roi Louis XV une machine du nom de Le Bien-Aimé qui était capable de parcourir des distances assez importantes. Enchanté par cette démonstration, le roi demanda à Vaucanson de lui en fournir un exemplaire pour la remise royale, et cela en dépit de la stupéfaction des gens de cour face à cette merveille mécanique. Le roi aurait alors déclaré : « Les gens du vulgaire vous penseront sorcier. » Selon les experts de l'Académie, cette machine ne pourrait circuler dans les rues. Certes, imparfait sur le plan technique, le carrosse mécanique de Vaucanson serait donc la première automobile capable de rouler seule. Membre de l'Académie royale des sciences en 1782, Jacques de Vaucanson, inventeur, ingénieur et automatier, est un précurseur oublié de l'histoire automobile. On peut dire que la voiture telle que nous la connaissons, avec les principaux équipements de sécurité, de confort, de motorisation diversifiée, s'est construite progressivement sur une période de 150 ans à partir du fardier de Cugnot en 1769 jusqu'à la voiture de Léon Serpollet qui filait à plus de 120 km/h en 1903. Avec Nicolas-Joseph Cugnot, une gloire nationale, la France a l'honneur de compter au nombre de ses enfants l'inventeur du premier véhicule qui mérita réellement le nom d'automobile. Ajoutons quelques noms d'inventeurs célèbres comme Onésiphore Péquer, 1792 à 1852, qui a résolu en 1828 une des plus grosses difficultés de la locomotion automobile en inventant le mouvement différentiel. Employé par tous les constructeurs automobiles, le mouvement différentiel permettait aux roues tractrices à l'arrière d'un véhicule de rouler à des vitesses différentes sur un même axe, et ainsi de pouvoir prendre un virage plus facilement. En 1862, Alphonse Beau de Rochat, 1815 à 1893, fait breveter le cycle thermodynamique des moteurs à 4 temps: admission, compression, explosion, échappement. Amédée Bollée père invente en 1873 la direction à 2 pivots qui permettait de diriger le véhicule avec souplesse et sécurité, et il construit la première automobile de 12 places, dénommée l'Obéissante, avec un moteur à vapeur qui atteint la vitesse maximale de 40 km/h. En 1878, il commercialise la première voiture fabriquée en série nommée la Mancelle, et en 1881 une autre voiture, la Rapide, qui peut rouler à 60 km/h. Ensuite, en 1893 avec le comte Albert de Dion, on entre effectivement dans l'histoire de l'automobile moderne, notamment avec le moteur à pétrole. On le retrouve partout à propos de tout, employant son énergie, dépensant sa force, mettant à contribution son inlassable activité, donnant enfin l'élan indispensable à l'essor formidable que va prendre l'industrie nouvelle dont il fut le merveilleux et remarquable vulgarisateur. En 1900, de Dion, associé à Bouton, devient le plus grand fabricant d'automobiles au monde, avec 400 voitures et 3200 moteurs. Le moteur à alcool. L'État ainsi que les constructeurs ont effectué de nombreuses tentatives pour imposer ce produit national dans l'industrie automobile. Il fallait produire beaucoup d'alcool, pour débarrasser la Picardie de ses betteraves, pour enrayer la mévente des vins du Midi, lesquels trouveraient de la sorte un débouché dans les alambics des distillateurs. On crut au règne exclusif, immédiat du nouveau liquide, les voitures furent réglées à l'alcool. Ce sera pour les gens du Nord la fortune et pour les populations méridionales, la solution de la crise vinicole. Finalement, à cette époque on ne maîtrisait pas encore parfaitement la production de l'alcool comme carburant automobile. La fabrication du produit, avec une qualité et une rentabilité médiocres, incitait donc à l'abandon de la généralisation du moteur à alcool. Citons encore quelques grands noms du développement automobile comme René Panhard et Émile Levasseur qui ont fabriqué en série la première voiture à essence. Recensons maintenant des marques de constructeurs qui ont résisté au temps avec Armand Peugeot, 1849 à 1915, André Citroën, 1878 à 1935, Louis Renault, 1877 à 1944, et des équipementiers toujours aussi célèbres comme Dunlop et Michelin. Michelin, en créant et perfectionnant sans cesse le pneumatique démontable, avait de beaucoup aidé au progrès de l'industrie automobile. À l'automobile, il fallait le pneumatique. En effet, les pionniers de la locomotion nouvelle, les de Dion, Bollée, Peugeot, surtout Levasseur,
se battaient en vain contre les effets destructifs de la route sur leurs engins les plus soigneusement établis. Aucune suspension n'était suffisante pour atténuer l'influence néfaste des chocs continuels qu'imprimait la chaussée au véhicule. Aucune roue ne résistait. Les rayons cassaient ou se disjoignaient lamentablement, les boulons se décapitaient, les mécanismes les plus robustes se détérioraient en quelques kilomètres de route. Dans ce contexte, toutes les motorisations avec la vapeur, le gaz, l'électricité, l'alcool et le pétrole ont connu des fortunes diverses. Les ingénieurs de génie ont tour à tour résolu les problèmes techniques pour limiter les pannes, pour assurer toujours plus d'efficacité dans la manœuvrabilité, pour rendre la conduite plus souple avec des suspensions, des pneumatiques et un système de freinage éprouvé, pour obtenir enfin une carrosserie singulière qui renvoie la calèche cheval au musée. Pour finir, en toile de fond de toute l'ingénierie pour le développement de l'automobile, posons-nous la question du rôle de l'État et des constructeurs pour obtenir l'acceptation sociale de la voiture. En effet, il fallait balayer les nombreux inconvénients de ce nouveau mode de déplacement coûteux, risqué, voire dangereux. Citons à titre d'exemple, de quelle manière on démarrait une voiture en 1901. Pour démarrer, c'est très simple. Vous installez sur le tube de platine le capuchon. Vous ouvrez les portes de la cage du brûleur et le robinet pendant 1 ou 2 secondes. Vous imbibez le goupillon en le présentant sous le petit robinet purgeur du grand réservoir. Vous l'introduisez au fond de la cage d'allumage. Vous approchez une allumette et laissez flamber pendant 2 ou 3 minutes. Ouvrez peu à peu le robinet d'alimentation et retirez le goupillon. Présentez-le au bec du brûleur. Enlevez le capuchon, refermez les portes de la cage, l'allumage est terminé. Si le brûleur s'éteint, vous remettez le capuchon, etc. En l'espèce, on peut convenir de la complexité, de l'archaïsme du démarrage de la voiture automobile. Les courses automobiles. C'est principalement l'idée de courses automobiles dans toute la France et de pays à pays qui a suscité la publicité et l'engouement populaire. En 1894, le Paris-Rouen est considéré comme la première compétition de l'histoire de l'automobile, et la fondation de l'Automobile Club de France est créée en 1895. Ensuite viennent les Paris-Rouen, Paris-Bordeaux, Paris-Marseille, Paris-Toulouse et les grandes courses internationales, Paris-Amsterdam, Paris-Vienne, Paris-Madrid et Paris-Berlin, puis le Tour de France. Ainsi, dès 1897, un calendrier annuel des courses automobiles est créé selon l'ingénieuse idée de Pierre Giffard. Il n'était question que d'épreuves de vitesse. Les rigueurs diverses des saisons n'importaient plus. Il fallait courir partout en palier, en montagne, au bord de la mer, au centre de la France. En 1899, la griserie de la vitesse est devenue un vecteur important pour commercialiser la voiture. L'attirante impression de la vitesse déchaîne un flot de commandes auxquelles les constructeurs ne savent plus que répondre. Et la course est indispensable aux constructeurs. Il faut gagner, tout au moins courir, pour avoir des clients. C'est ainsi que des voitures de marque, d'une valeur de 15 à 18 000 francs, après avoir triomphé dans quelques épreuves récentes, sont disputées par les acquéreurs, au prix de 40 à 50 000 francs. À noter pour les puristes, d'une part que le premier salon de l'automobile se déroule au Parc des Tuileries à Paris en 1898, et d'autre part que la première édition de la Coupe automobile Gordon Bennett en 1905 restera une épreuve phare du sport automobile. Il faudra cependant attendre 1923 pour qu'ait lieu la première édition des 24 heures du Mans. L'armée. Notons l'intérêt de l'armée pour l'automobile. Déjà, on entrevoyait avec le fardier de Cugnot et son lourd châssis le véhicule poids lourd pour le transport des canons de l'artillerie et les caisses de munitions. Pour sa part, le colonel du génie, Fix, précise ses idées sur l'avenir de l'automobilisme dans l'armée. L'automobile pourra être employée pour les transports du dernier moment. Mais pour les pièces de campagne, rien ne pourra remplacer les chevaux à cause du terrain varié qu'elles doivent parcourir. C'est surtout pour le transport des malades et blessés que la substitution serait intéressante, car ce transport s'exécute en arrière des combattants. Pour l'habillement, le campement, les trésoreries, les postes, l'automobile sera précieuse, permettant les installations plus avantageuses, les parcours plus rapides. Entre l'état de station et celui de marché et de combat se place la période de mobilisation et de concentration,
pour laquelle l'automobile pourra être très utile. Durant la Première Guerre mondiale, l'armée a utilisé de façon massive l'automobile. En effet, l'armée allemande vient d'atteindre la Marne, elle est aux portes de Paris. Le général Gallieni propose alors d'envoyer 6000 soldats français stationnés à Paris afin qu'ils participent à la bataille de la Marne. Pour ce faire, il mobilise 600 taxis parisiens du 6 au 8 septembre 1914. Les taxis de la Marne remportent la première victoire militaire de l'histoire automobile qui permet aux Français et aux Anglais de tenir en échec l'armée allemande. Les camions eux aussi joueront à leur tour un rôle décisif. Ajoutons que la guerre a permis aux femmes d'apprivoiser les mécaniques automobiles et agricoles. Le moteur ne les effraie plus. Les paysannes conduisent des locomotrices, des faucheuses, des batteuses mécaniques. Elles s'emparent de l'automobile devenue plus maniable, plus sûre. Désormais, les constructeurs et carrossiers vont s'employer à satisfaire la demande féminine en développant une construction automobile mieux adaptée à leurs clientes potentielles. La polémique. L'abondante littérature de la Belle Époque laisse transparaître une certaine angoisse qui s'accélère avec la naissance de l'automobile symbole de richesse, de plaisir futile et de conflits sur la chaussée. Son avènement s'inscrit dans une logique de peur et de fracture sociale. En l'espèce, elle suscite très vite la polémique. L'automobile effraie les animaux, elle est très bruyante et dégage une odeur nauséabonde. Bouleversant la quiétude des piétons dans les villes, beaucoup désirent l'interdire. Ces derniers n'hésitent pas à lancer des pierres ou du fumier sur les automobiles qui croisent leur chemin. Les publications humoristiques de la Belle Époque font d'ailleurs souvent allusion au thème de l'automobiliste écraseur. Nous ne résistons pas à citer également le journaliste Carbu qui décrit les peurs qu'engendre le passage d'une automobile. L'automobile, en vérité, semait la terreur dans les campagnes. Quand elle n'écrasait pas, elle assourdissait, elle aveuglait par la poussière qu'elle soulevait, enfin elle puait. Un automobiliste d'une force moyenne écrasait sa bonne demi-douzaine de volatiles domestiques dans la journée. Sa mécanique était Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.